Alors, bonjour tout le monde. L'enregistrement fonctionne. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue de retour. Nous démarrons la deuxième moitié de la journée avec Dr. Richard Price, professeur associé dans l'école physique et thérapie occupationnelle à l'Université de McGill et assistant directeur pour la thérapie physique, ce programme. Et il est aussi chair de l'inclusion, équité et diversité dans le comité. Et il est aussi le représentant de l'école sur la participation élargie du comité pour la faculté de médecine et de santé des sciences. Monsieur Price va nous présenter aux pièges et les aspects positifs de l'équité, diversité et l'inclusion. Son intro, c'est dans les dernières années, l'université a été surmontée de messages promouvant l'équité, la diversité et l'inclusion. Et ces messages ont été plus divisifs qu'inclusifs. Alors, son discours va argumenter que l'équité, diversité et inclusion est seulement combinée avec la pensée positive ou critique. Et ils doivent éviter des organismes fétiches dans lesquels le langage, le raisonnement et les biais négatifs et zéro réflexion. Plutôt, ils devraient différencier, malheureusement, c'est très difficile à comprendre, ils devraient encourager la diversité de pensée, multiculturalisme et inaudible, tout en faisant de la place pour la justice restaurative. Les programmes DEI de l'université doivent comprendre que les résultats sont amenés par les facteurs sociétals et devraient travailler pour renforcer les deux. Alors, Monsieur Richard Ross, alors vous voyez mon écran comme il faut, oui, parfait. Excellent, on va très bien, Richard, formidable. Alors, merci premièrement les organisateurs de cette conférence de m'avoir invité. Je dois dire, je ne pense pas être un expert là, sur ces enjeux de DEI. Et on a mentionné dans l'introduction que je suis impliqué dans plusieurs compagnies associées de l'EDI, mais ça, c'était grandement parce que on m'avait placé dans ces positions lorsque on commençait à reconnaître là, le besoin d'adresser l'appel d'enjeux DEI dans nos programmes. Par contre, il y a 3 ans, j'oserais dire, c'est là où je me suis vraiment impliqué. Et la première chose que j'ai fait, bien, essentiellement, j'ai essayé de m'informer sur qu'est-ce que équité, diversité et inclusion voulait dire. Et je dois admettre que pendant un petit bout de temps, j'ai eu la difficulté d'avoir une réponse claire de tout le monde, surtout avec équité, hein. Les gens utilisaient le mot équité, mais comme équité d'être juste, d'être alors, en tant que professeur, je suis allé plonger dans la littérature. Je suis sorti de ma zone de confort et j'ai regardé la littérature de sciences sociales. Et je me suis enfargé sur un concept de théorie d'équité. Et j'ai trouvé une étude publiée dans les années 80 et c'était très, très utile pour comprendre un peu l'équité. Et l'équité, c'était défini comme une contribution dans le concept général de distribution de choses qui sont justes ou la distribution de la justice. Et ça, c'est venu d'encore plus tôt, en 1963. Adams avait publié et il parlait d'inéquité au travail. Et l'idée d'inéquité, c'est quand les gens pensaient qu'ils faisaient une plus grande contribution par rapport aux récompenses qu'ils recevaient dans l'institution. Donc, l'équité était définie comme équité existe quand les gens perçoivent le ratio entre les contributions qu'ils font et les récompenses qu'ils reçoivent à être égal pour tout le monde. Donc, l'idée de travail égal, salaire égal, c'est en réalité un système hémérocratique. Mais par contre, je continuais à voir des choses comme ce petit dessin là qui l'équité était différente de l'égalité, mais quand on regarde, il n'y a rien qui va nous suggérer que ça a rapport avec la contribution que les gens ont fait. Non, c'est juste basé, la distribution est basée sur les besoins. Et
aussi, quand on est entré dans cela, eh bien, on voyait différentes approches de la justice distribuée et on s'obstinait que dépendamment du contexte, il y a peut-être différentes façons que les ressources peuvent être allouées, considérées justes ou égales. Et dans un point de vue universitaire, où on regarde qui est admis dans un programme avec une limitée d'adhésion, comment les bourses sont distribuées, on devrait regarder là, cette approche méritocratique pour la distribution. Donc, une approche équitable sur la définition, évidemment, d'équité. Si on voulait regarder quelque chose comme le système de santé, ça ferait du sens d'utiliser selon un besoin. Les gens devraient recevoir les traitements qu'ils ont besoin et les gens qui n'ont pas besoin de traitement ne devraient pas les recevoir. Si on voulait regarder un système ou égalité ou distribution des gens en quelque chose d'aussi simple, hein, couper un morceau de gâteau à la fête d'un enfant, bien, on veut que tout le monde ait le même grosseur de gâteau, de morceau de gâteau, mais il y a d'autres choses qu'on devrait considérer aussi. Peut-être certains engagements qui avaient été faits, peut-être qu'il y avait des exigences légales aussi, peut-être des enjeux de propriété où on ne peut pas juste commencer à redonner des choses qu'ils ne, à des choses que les gens sont propriétaires. Alors, quand on regarde les deux derniers items et quand les gens font des arguments là, comme sur le statut et l'intérêt propre, à un certain degré, c'est là où certains enjeux de IDI, EDI sont problématiques et les représentants ou les groupes activistes poussent pour la justice ou ce qu'ils pensaient être la justice basée sur l'intérêt personnel plutôt que sur les mérites. Alors, je suggérerais que si on veut définir l'équité dans une institution universitaire, eh bien, on devrait la définir comme la création et la mise en place de politiques qui sont libres de biais et de favoritisme pour assurer les opportunités, les avantages et les résultats par tout le monde avec leur contribution de travail et leur mérite. L'autre chose que j'ai fait, évidemment, c'était de voir, bon, qu'est-ce que diversité veut dire? Alors, je me suis dit, ça va être facile, la diversité, ça veut dire qu'on a des gens qui représentent différents groupes démographiques, mais je crois que lorsqu'on regarde la diversité dans le contexte d'idéologie, c'est devenu plus idéologie de diversité, diversité d'idéologie. Alors, les gens regardent l'importance des différences démocratiques et comment on devrait naviguer dans cela. Et ensuite, on regarde aux différences démographiques qui reçoivent beaucoup d'attention, donc l'âge, la couleur de la peau, l'ethnique, le genre, mais on semble éliminer d'autres, comme les convictions politiques ou les points de vue, la diversité de points de vue. Et si on veut regarder le genre de diversité qui vont tirer avantage là, dans des universités ou des gens à discussion, on pourrait dire que les diversité politique ou point de vue sont encore plus importantes que la couleur de la peau en réalité. Alors, si on veut définir la diversité, on devrait regarder comme la présente représentation des individus qui démontrent une variété de dimensions, de qualités et de caractéristiques, incluant, mais sans être limité à la race, l'ethnicité, l'orientation sexuelle, le genre, mais qu'on inclut aussi les choses pour les valeurs éthiques, les expériences politiques, des points de vue, des expériences, des choses qui contribuent à la profondeur d'une conversation à l'université. Et la dernière question, c'est qu'est-ce que l'inclusion? Alors, je me suis dit, ça va être encore plus simple que la diversité parce que si on a un groupe divers d'individus, on doit s'assurer qu'ils sont inclus dans le système. Mais non, ce n'est pas assez d'inclure quelqu'un. La personne doit sentir qu'elle appartient là. Donc, j'ai commencé à regarder l'appartenance psychologique et à quoi ça ressemblait. Et là, je suis rentré vraiment dans des choses que je n'avais jamais été préparé. Là, j'ai trouvé un article qui avait publié 30 définitions et plus là, d'appartenance psychologique qu'ils avaient trouvé, mais celle qui m'a parlé beaucoup, c'est celle-ci. L'expérience d'une implication personnelle dans un système ou un environnement afin que la personne puisse se sentir comme une partie intégrale de ce système. Et là, il y a juste deux choses qui doivent être présentes. Les gens doivent se sentir valorisés, acceptés, et elles doivent savoir que leurs caractéristiques s'articulent bien ou complémentent le système environnement.
Et le dernier point ici, je pense que c'est très important parce que ça ne dit pas que tout le monde doit avoir les mêmes valeurs ou que tout le monde doit avoir les mêmes idées. Non, ça dit simplement que si tu te sens comme appartenir, eh bien, on doit croire que tes points de vue, tes valeurs, tes croyances s'articulent avec un système complémentaire. Et on revient à la diversité. On a des points de diversité. On doit s'assurer que ces points-là contribuent et complémentent la profondeur et le souffle de cette discussion qui aura lieu dans un environnement d'université. Et si on ne regarde pas l'inclusion seulement basée sur l'idéologie de diversité, non, on veut inclure les gens basés sur certaines caractéristiques, mais de les exclure sur d'autres caractéristiques. Alors, ce que je suggère du point de vue d'inclusion, voyons une définition où ça représente d'embrasser la valeur diversité dans toutes ses formes, pas juste dans certains domaines. Alors ça, c'était mon début de mon parcours dans cet endroit de DEI, là. Et quand j'ai commencé à explorer un tout petit peu plus et à parler à plus de gens, de lire davantage, écouter des balados, j'ai commencé à remarquer des enjeux répétitifs par rapport à la façon que les gens s'obstinaient pour DEI, des choses qu'on peut facilement attaquer ces points de vue parce qu'ils ont des failles logiques et des enjeux qui essentiellement rendaient facile à mettre de côté les arguments là, pour l'initiative de DEI. Alors, je vais parler sur certains de ces pièges à l'intérieur et je vais parler des points positifs aussi, mais je veux focaliser sur les erreurs que je pense que les gens font en s'obstinant pour les initiatives de EDI. Et en ne faisant pas ces erreurs, je pense qu'on va rendre ces initiatives d'EI avec une meilleure valeur et plus inclusives. La première, c'est l'idée de se tromper entre une croyance pour la connaissance. Donc, plusieurs gens vont dire, ah, on doit respecter les différentes façons de connaître ou de connaissance. Donc, la la croyance et la connaissance, il y a une différence. Je n'ai pas de maîtrise en épistémologie, là, mais ça fait des milliers d'années. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire de connaître ou de savoir quelque chose? Quand les gens me disent différentes façons de savoir, eh bien, j'aimerais avoir une explication de qu'est-ce que ça veut dire. Et la plupart des gens qui ont dit ça ou qui m'ont dit ça ou dans ma présence n'ont pas été capables de m'expliquer ce que ça voulait dire. Alors, ce que je veux faire, c'est de donner une définition brève sur quelle est ma compréhension de la différence entre la croyance et la connaissance. Donc, une croyance est une sensation forte de confiance que quelque chose est vrai. Mais le problème, c'est que ce genre de croyance peut être partiellement ou indépendamment de la raison ou de l'observation empirique. Et souvent, ce genre de croyances sont adoptées juste à cause d'une épiphanie ou un raisonnement qui nous a motivés. Maintenant, en contraste avec la connaissance maintenant. La connaissance, c'est de comprendre et croire dans les faits ou dans la vérité. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à obtenir. C'est euh, difficile à prouver une croyance, mais quelque chose qu'on comprend en profondeur, eh bien, approximativement, là, les observations, le rationnel aussi, où on a des contrôles, on élimine les biais, que les observations là, ne sont pas trompées par la façon que vous regardez. Et aussi, on doit amener le rationnel à l'intérieur. On doit avoir une interprétation raisonnable de ce qui est observé. On doit s'assurer que ton interprétation n'est pas de biais, ne soit pas biaisée, qu'elle ne fait pas d'erreur sur ton interprétation. Et ça, évidemment, ça nécessite des études, beaucoup d'études. On ne peut pas juste arriver à la connaissance d'un fait très au travers un sujet qu'on a observé très, très peu. Alors, la raison pour laquelle j'amène ceci, c'est que il y a une grosse différence en termes de l'approche de EDI par les activistes et la façon qu'elle devrait être approchée dans les académies. Et je vais simplifier les choses ici, là, mais je suggère qu'un activiste, c'est quelqu'un qui croit savoir la vérité et se sent attiré à l'imposer sur les autres.
Tandis qu'un académicien, c'est quelqu'un qui doit reconnaître que leurs croyances sont probablement fausses ou ont des erreurs et est prêt à ajuster ses croyances basées sur de nouvelles preuves et d'arguments rationnels. Ici, je veux présenter certaines des choses que j'ai vues par rapport à comment beaucoup de gens qui vont plaider pour le DI ou à l'université présentent les arguments d'une façon qu'ils sont fautives. Je donne un exemple là, que les gens, vous allez être familiers à cela. Je commence en juste la théorie critique, là. Alors, la théorie critique, la façon que moi je la comprends, du moins, c'est un outil valable. Mais le problème, c'est que ça ne peut pas être appliqué sans la réflexion critique. Donc, je vais commencer cette section avec une citation d'un article publié en 2010 là, qui s'intitule Théorie critique. Quand une philosophie est accueillie sans question et empêche de la problématique d'une société plus grande, devient une idéologie qui a besoin d'être critiquée. Et essentiellement, ce que ça dit, c'est que la base de la théorie critique, c'est qu'on doit être ouvert à questionner nos biais. On doit être ouvert à défier nos présomptions et on doit s'assurer qu'on fait la promotion de la pensée critique sur nos croyances. La difficulté, par contre, c'est que pour vraiment questionner nos biais ou de défier une présomption, on doit arriver avec un argument bien raisonné du pourquoi qu'on pourrait avoir tort ou pourquoi ce qu'on se réfère est un biais. Alors, ça doit être sensible au contenu. On ne peut pas juste simplement amener la même approche pour tout, mais même la plupart du temps, on doit s'assurer que les croyances sont autocorrecteurs lorsqu'on se fait présenter de nouvelles évidentes. Donc, certains enjeux qui vont ressortir ici là, veulent vraiment dire que ces deux choses sont utilisées en isolation. Mais si on utilise la théorie critique et la pensée critique ensemble, eh bien, ça peut être vu comme des outils pour prévenir l'augmentation de silos, de problématiques ou d'idées irrationnelles. Je vous donne certains exemples, là, des exemples qui, selon moi, se font pour l'argumentation de EDI. On doit être corrigé pour donner vraiment une bonne argumentation en faveur de ce qui est représenté. La première chose que j'ai vue utiliser répétitivement, c'est un faux dilemme. Donc, encadrer un argument représentant une liste d'options incomplètes et erronées impliquant qu'ils sont les seules options possibles. Et ici, je vais utiliser la citation que plusieurs connaissaient probablement. Il n'y a, il n'y a rien comme une idée de non raciste, seulement racistes idées qui sont anti-idées. Alors, ça ne veut pas dire que c'est difficile d'amener, transférer ça en français, là, mais le sujet, c'est que ça vous donne seulement deux possibilités. Et bien évidemment, c'est une fausse dichotomie, là. On présente une liste limitée d'options et ce ne sont pas toutes les options possibles. Moi, je pourrais vous présenter l'idée que je pense que la crème glacée au chocolat goûte meilleur qu'aux framboises. Mais je pense que on aurait un temps difficile de prouver que ce soit une idée raciste ou antiraciste. Donc, quand on utilise ce genre de raisonnement, eh bien, ça nous éloigne d'arguments là, qui sont faits par les gens qui représentent. Un autre, c'est affirmer les conséquents. Et ça, c'est une stratégie d'argument où on prend une déclaration vraie, A amène à B, et on l'interprète faussement en disant, eh bien, si B est présent, il doit avoir été causé par A. Et ça ne compte pas pour d'autres possibilités de cause pour B. Alors, un exemple facile. Si vous me coupez avec un couteau, je vais saigner. Mais juste parce que je saigne, ça ne veut pas dire que vous m'avez coupé avec un couteau. Cette forme d'argumentation est utilisée pour suggérer que parce que les barrières systématiques contre certains groupes peuvent amener à un résultat différent, mais qui va être une vraie déclaration, si notre système de barrières systématiques en place, ça va probablement amener à des résultats inégaux. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il y a des résultats inégaux présents, qui est la preuve d'une barrière systématique. Voyez-vous, ce serait un argument qui est fausse. L'autre enjeu que j'ai remarqué par rapport aux argumentations, c'est quand on encadre un argument qui est impossible de poser faux. Donc, un argument impossible de rendre faux. Alors,
Je vais retourner dans une référence pop culture là, de Robert DiAngelo qui dit les gens ont été socialisés dans un sens de supériorité interne que nous ne connaissons pas et qu'on n'admettra jamais pour nous-mêmes. Et si vous regardez cela, qu'est-ce que ça dit vraiment? Alors, ça rend absolument impossible de falsifier cette déclaration parce que si vous niez que vous avez un sens interne de supériorité, la réponse est parce que vous n'êtes pas conscient ou vous ne pouvez pas l'admettre. Alors, c'est comme la citation de Malty Python, là, seulement le vrai Messie renierait sa divinité. Et ça nous amène au prochain piège, là, et c'est attaché très, c'est le langage émotif à l'intérieur ou comme argument. Et je ne suggère pas que les discussions, les débats doivent être libres totalement d'émotions. Les émotions font une partie intrinsèque de l'existence et des communications humaines. Mais où les émotions sont problématiques, c'est où il n'y a pas de pertinence rationnelle, c'est seulement d'avoir un besoin d'un questionnement critique. Alors voici encore, je vais donner des exemples de cela. Je pense que plusieurs d'entre vous, vous allez vous en souvenir. C'est ad hominem, l'argument. C'est on attaque la personne plutôt que son remarque. Donc, c'est souvent utilisé comme un langage pour faire honte, déshumaniser ou dévaloriser la personne d'une façon explicite ou par implication. Alors, je vais vous donner deux exemples de ça et je me suis certain que vous les avez tous entendus. Ne pas être d'accord avec ma position veut dire que tu es blanc. Ton opinion n'est pas valide parce que tu es blanc. Alors ça l'attaque la personne et ça ne s'applique pas à l'argument que la personne fait. L'autre, c'est l'argument de miséricordiam, donc le langage qui fait appel seulement aux instincts humains pour aider les autres. Un exemple de cela, c'est quelqu'un qui dit de me faillir, ça ne serait pas juste parce que je suis invalide. Alors, je ne m'obstine pas à l'intérieur de l'institution de l'université qu'on ne devrait pas accommoder les gens qui ont une incapacité. Alors, ça prend juste une petite accommodation pour qu'ils excellent dans l'université. Oui, oui, ce n'est pas ce que je dis. Nous avons une obligation d'aider les gens qui ont une invalidité quelconque. Mais on ne peut pas amener cette déclaration à l'extrême pour avoir différentes approches ou de les juger basées sur différents critères. On doit s'assurer que ce genre d'argument n'enlève pas du système méritocratique. L'autre, c'est l'argument ad consequentiam. Alors, c'est du langage intentionnel seulement pour faire appel à la peur de conséquences indésirables. Et vous avez déjà entendu ça, c'est sûr. En permettant ce conférencier sur le campus, vous mettez blanc à risque de blanc. Ça, c'est un appel aux conséquences possibles de ce qui pourrait arriver, un argument émotif sur pourquoi vous ne pouvez pas permettre à quelqu'un d'exprimer leur vue sur le campus. Et le dernier, je n'étais pas aussi familier, mais j'avais reconnu et j'ai trouvé un terme vraiment pour l'expliquer comme il faut. Ça, c'est la définition persuasive. Alors, ça, c'est quand quelqu'un va redéfinir un terme ou introduire une nouvelle version là, pour soutenir le point de vue de la personne. Alors, le but de la définition, c'est de clarifier le concept ou d'éliminer l'ambiguïté, mais la définition n'a pas d'argument de valeur par elle-même. Donc, je vais vous donner des exemples et probablement vous les avez déjà vus. Sécurité, le terme sécurité. Alors, si vous m'aviez demandé il y a 10 ans, qu'est-ce que ça veut dire pour garder les gens en sécurité sur le campus? Alors, moi, je pensais tout de suite à sécurité physique, comme avoir un système de sécurité, avoir des programmes où les gens puissent se rassembler et se promener au campus durant la nuit. Mais sécurité, maintenant, le terme a changé.
Et j'ai deux définitions ici, là, Webster, alors libre de blessure ou de risque de blessure physique ou autre. Mais maintenant, espace sécuritaire est aussi dans le dictionnaire. Et là, ça a été défini comme un endroit, comme sur un campus de collège, libre de billets, de conflits, de critiques ou d'actions menaçantes, d'idées ou de conversations. Alors, l'idée ici que quelqu'un n'est pas en sécurité parce qu'elles entendent un critique ou qu'elles entendent une idée qu'elles n'aiment pas ou qu'elles entendent une conversation qu'elles n'aiment pas, c'est un argument qui change la définition de la sécurité et c'est pour essayer de persuader les gens qu'on devrait rendre en silence tous les arguments ou les idées ou les critiques. Ensuite, c'est la suprématie blanche. La plupart d'entre nous, vous avez grandi en comprenant un peu là, le suprématie blanche. C'est un système de croyance dans lequel les gens avaient cette compréhension bizarre ou cette croyance bizarre que les Blancs sont supérieurs aux autres races, donc ils devraient les dominer. Pourquoi quelqu'un pourrait croire qu'on regarde la valeur d'une personne seulement par rapport à la couleur de la peau me dépasse, mais ça, c'est essentiellement ce que l'on comprend quand on entend la suprématie blanche. Mais la définition à droite est beaucoup plus large. Et malheureusement, c'est la définition qui a été adoptée par le CRA qui font les programmes de physiothérapie au Canada et qu'on est obligé d'utiliser quand on soumet notre accréditation. Et politique économique et système culturel dans lequel les Blancs contrôlent majoritairement les pouvoirs et les ressources d'une façon consciente ou inconsciente de la suprématie blanche et en relation à ce que la subordination non blanche devrait être partout selon les institutions ou les endroits sociaux. Donc, il y a plein d'idées là, qui s'alignent avec la suprématie blanche, mais la plupart de ceux-là devraient être abandonnés. Mais le problème avec cette démission est en deux parties. Premièrement, elle donne une définition beaucoup plus large et beaucoup plus puissante au concept de la suprématie blanche qu'il devrait avoir. Hein. L'idée de suprématie blanche est un système politique comme la démocratie ou un système économique avec le capitalisme, disons. C'est comme si c'est beaucoup plus large comme définition là, qu'on a seulement sur un système de croyance. L'idée aussi, c'est que c'est un système culturel, donc qui ignore toute la profondeur qui vient vraiment là, d'une culture bien évoluée, si vous voulez, de quelque chose d'aussi simple qu'une croyance que la couleur de la peau est importante. Mais le plus gros problème que j'oserais dire, c'est la dernière chose que j'ai mis, l'idée que des idées inconscientes peuvent être emblématiques de la suprématie blanche. Et ça revient à ce que j'ai déjà dit. C'est un argument qu'on ne peut pas trouver de faille. Il n'y a aucune façon de démontrer ce que tes idées inconscientes ou tes pensées inconscientes sont, parce qu'elles sont inconscientes. Maintenant, juste pour pas que j'ai l'air d'utiliser seulement un seul côté de ce spectre politique, voici ce qui est un peu l'autre côté de l'argument. Donc, je ne veux pas m'éloigner de ce qui est sensible à la politique, là, mais c'est aussi utilisé quand on veut parler de termes comme l'avortement. La plupart d'entre nous, que l'avortement, c'est la termination d'une grossesse en éliminant l'embryon ou le fœtus. Hein. Il y a des gens qui ont dit l'avortement, c'est meurtre. Alors, je ne veux pas prendre position de la moralité de l'avortement, mais c'est très clair que quand quelqu'un définit l'avortement comme un meurtre, eh bien, vous le faites pour persuader quelqu'un par rapport à leur point de vue, pas pour essayer de clarifier vraiment la définition de avortement. Alors, ça m'amène aux autres pièges. Le premier que je vais parler, c'est le raisonnement motivé et les biais de confirmation. Probablement, là, vous êtes déjà familier avec ces termes, mais je vais les définir juste pour m'assurer qu'on parle le même langage. Le raisonnement motivé, c'est l'utilisation de raisonnements biaisés pour soutenir nos croyances. Donc, arriver avec des arguments pour quelque chose que l'on croit déjà être vrai. Généralement, ça doit impliquer d'éliminer des idées qui vont contre ces croyances, de les juger à être fautes et n'avoir aucune considération.
d'une ligne tout près, là, c'est l'idée de biais de confirmation. Et ça, c'est de croire ou même de rechercher de l'information qui soutient notre système de croyance tout en éliminant toute autre information qui ne le fait pas. Donc, je vais être honnête. Je sais que je suis coupable de cela moi-même. Alors, si je regarde la littérature, je cherche une référence, je vais chercher quelque chose qui spécifiquement soutient ce que j'essaie de prouver et mettre de côté toutes les autres et sans jamais. Et regardez, si je veux faire un argument, je vais argumenter les choses qui vont réduire les autres points de vue, mais ce qui se passe vraiment quand on fait cela, c'est que la plupart de ces deux-là, c'est pour éliminer le côté inconfort psychologique qui va s'élever quand on doit faire face à des pensées ou des idées là, qui vont contre nos croyances. Mais si on revient à cette idée de théorie critique et la pensée critique, c'est précisément ce qu'on devrait faire. On devrait considérer des idées qui sont différentes des nôtres. On devrait considérer des arguments que les gens font contre les nôtres et on devrait donner le crédit qu'ils méritent si ce sont des arguments de valeur. Alors, on doit s'assurer que malgré nos efforts de se garder le plus confortablement possible, qu'on est ouvert à ces discussions et on n'essaie pas de les réduire au silence. Alors, je vais revenir à ce que je parlais un peu tout à l'heure avec l'idée de barrière systémique que ça peut amener à des résultats inégaux. C'est pour illustrer l'idée qu'on ne peut pas dire que parce que les barrières systémiques vont amener des résultats différents et parce que les résultats inégaux sont là, c'est à cause des barrières systémiques. Mais ce que l'on doit réaliser, c'est que ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas de barrière systémique. Alors, si on voit des résultats inégaux dans nos institutions, on doit considérer qu'il y a une possibilité à cause de barrières systémiques, mais on ne peut pas dire, on ne peut pas présumer qu'il devait y avoir des barrières systémiques. Donc, on doit comprendre quelque chose en profondeur avant de faire ce genre de jugement. L'autre chose que je veux parler, c'est un peu pour décourager là, les pratiques méritocratiques. Là. Donc, les admissions, éliminer des pratiques d'évaluation en général. Et ça, c'est probablement problématique, non seulement parce que ça élimine nos habilités de prendre des décisions que l'on doit prendre, mais il y a une argumentation de méritocratie pour éliminer la discrimination. Et ici, je vais présenter les découvertes d'une méta-analyse 2020, l'impact de différentes idées, d'idéologie et d'inclusion. Alors, c'était évidemment aléatoire, 160 individus, une méta-analyse de concepts qui ont été trouvés ou des idées trouvées dans la littérature de beaucoup de différentes études et regardez 4 idéologies spécifiques et leur impact sur 3 mesures d'inclusion. Les termes ici, probablement, vous sont familiers, mais pas définis universellement. Donc, je vais les lire pour s'assurer qu'on parle la même langue et qu'on puisse comprendre les résultats. Les 4 idéologies de diversité, l'assimilation, dans laquelle des groupes non dominants doivent adopter les pratiques du groupe dominant, être daltonien, là, qui veut dire minimiser les groupes en ignorant. La méritocratie où tous les groupes sont traités équitablement là, par rapport à ce qu'ils ont fait et le travail, et le multiculturalisme où les gens sont encouragés à apprendre le soutien ou valoriser les différences de groupe. Les mesures d'inclusion qu'on a regardées, c'était stéréotypes négatifs, la croyance que des groupes ont des traits négatifs, les préjudices, donc un affect négatif envers les groupes, et la discrimination, un traitement négatif sur ceux qui sont à l'extérieur du groupe. Et ce que la méta-analyse a fait, c'est que le multiculturalisme d'apprendre sur d'autres groupes avait la corrélation négative la plus forte. Donc, en apprenant par rapport à d'autres groupes, on va moins avoir de croyances négatives et d'effets négatifs vers ces buts. Mais les effets les plus forts comparés dans toutes les analyses, c'était la méritocratie
avait une association négative de la discrimination. Alors, on veut prévenir le traitement négatif de différents groupes. Et pour faire ça, on doit s'assurer que notre système est basé sur une méritocratie. Là, je vais éditer un peu et je vais parler d'autres enjeux là, qui sont dans peut-être un autre niveau. On parle de biais d'attribution négatif. Les biais d'attribution négatif peuvent être définis comme l'interprétation d'informations neutres ou ambiguës comme négatives ou percevoir des sous-textes négatifs ou des intentions quand il n'y avait pas d'intention. Et ça, c'est vraiment venu à l'avant avec les micro-agressions. L'idée que les choses que les gens vont dire qui ne sont pas discriminatoires, explicites, mais ont l'intention de l'être. La difficulté ici, c'est qu'il y a de fortes preuves et demander aux gens de focaliser sur ces sous-textes pour interpréter et utiliser cette information négative, eh bien, c'est dommageable pour le bien-être psychologique des gens et c'est très important de, de gens et l'augmentation qu'on voit de santé mentale. Si on veut encourager le bien-être psychologique chez nos étudiants, eh bien, on doit s'assurer qu'on n'encourage pas ça. Focaliser seulement sur des résultats négatifs et des sous-titres négatifs. Et il peut y avoir même d'implications indirectes pour la santé physique parce que associé au stress peut causer beaucoup de maladies. Si on veut faire un contraste à cela, on peut voir les avantages de la pensée nuancée, l'esprit de générosité, de donner le bénéfice du doute aux gens et de reconnaître aux gens de remarquer et corriger leurs pensées négatives. Ça, c'est bon et c'est la thérapie comportementale. Et ça a de grandes preuves par rapport à l'amélioration de le mieux-être psychologique. Alors, en plus du EDI, si on veut s'assurer qu'on fournit un environnement et qu'on soutient le mieux-être psychologique de nos étudiants, de décourager les attributions, les biais d'attribution négative, de décourager de chercher continuellement des micro-agressions, continuellement chercher les façons où les gens nous font du tort. On doit vraiment décourager cela. Aligné avec ces choses, c'est la pensée de la somme zéro. Ça, c'est quand nous croyons que une personne ou un groupe, le gain de cette personne ou ce groupe vient au dépit de l'autre. Donc, le gain d'un groupe est aux pertes de l'autre. Alors, ça a créé de la dynamique intergroupe qui est vue comme la compétitivité. Ça a créé de la division et cette division devient un point de focalisation principal. Donc, ça cause des divisions et ce à quoi ça peut mener, c'est une présomption erronée de ce qui motive une opinion différente de la nôtre et ça promouvoit la contre-empathie pour les gens à l'extérieur du groupe. Alors, cette idée de focaliser sur le négatif, hein, on doit s'assurer on décourage cela et on doit s'assurer qu'on encourage aux gens de donner le bénéfice du doute et on encourage vraiment l'idée que même si quelqu'un pourrait dire quelque chose que nous, on n'est pas vraiment d'accord ou on l'aurait dit d'une autre façon, eh bien, on ne commence pas tout de suite à faire des présomptions négatives. L'autre piège que je veux faire, c'est de minimiser l'importance des droits et des libertés fondamentales. Et celui-ci est vu principalement là, dans pousser contre la liberté, la liberté de discours en réalité. Au Canada, on a la Charte des droits et libertés. Et la Charte des droits et des libertés là, garantit 4 libertés fondamentales. Les consciences et religions, la liberté de s'assembler paisiblement, la liberté de s'associer et dans le milieu, là, c'est la pensée, de croyance, d'opinion et d'expression. Maintenant, l'argument la plus commune sur la liberté d'expression, c'est qu'en permettant à certaines idées d'être dites ou d'être mises à l'avant,
nous causons potentiellement du dommage aux autres, où on oppresse des gens. Et si vous vous souvenez, c'est l'argument ad consequentium, c'est un appel aux conséquences. Donc, c'est le genre d'argumentation euh, qui est brisée en réalité parce qu'elle va causer des conséquences indésirables. Mais ce qui pourrait se produire, par contre, c'est d'argumenter que les libertés sont nécessaires. Et je pense que ce qui est très essentiel ici, c'est de reconnaître pourquoi ces libertés fondamentales ont été mises en place au tout début. Eh bien, c'est parce que au centre, elles sont anti-oppressives. Elles sont créées pour s'assurer que les voix différentes ne peuvent pas être réduites au silence. Sans la liberté d'expression, c'est facile aux gens qui ont le pouvoir, peu importe d'où le pouvoir vient, que ce soit le gouvernement ou faire partie d'un groupe, ça permet aux gens avec le pouvoir de réduire au silence ce qu'ils ne sont pas en accord. Et c'est super important de continuer d'évoluer en tant que société. Une des autres choses qui a été amenée, c'est il y a certaines juridictions où les gens on leur garantit le droit plutôt de la protection de la dignité. Mais c'est important de regarder la liberté d'expression plutôt versus la protection de la dignité. On a eu une décision qui faisait cela. Ça a pesé l'importance de la liberté d'expression versus le droit de la protection de dignité. Et la décision a été rendue, c'est que la sécurité de la dignité ne donne pas le droit de ne pas être offensé. Et alors, si on veut mettre en balance la liberté d'expression versus la protection de la dignité, ça doit être focalisé sur l'expression que ça l'amène et la façon que la personne est traitée, pas sur le côté émotionnel où la blessure a été discriminée, alléguée. Et ça ramène un peu l'idée de la justice sociale et quelque chose que j'ai vu souvent où les gens représentent être la justice sociale, mais ça semble plus à la vengeance. Alors, je vais donner une situation et une idée paraphrasée pour aider mon illustration. À gauche, nous avons une citation d'Abraham Kendi. Le seul remède du racisme, c'est l'antiracisme discrimination. Le seul remède à la discrimination passée, c'est la discrimination présente. Et le seul remède à la discrimination présente, c'est la discrimination future. Mélangeons l'idée de Frederick Hegel qui dit la revanche est une nouvelle blessure. Elle devient un processus infini lorsque l'insulte est faite sans arrêt de génération en génération. Basé sur cette idée, l'appel de discrimination continuelle a une façon de frapper contre les discriminations passées et ça ressort comme étant de la vengeance. Une insulte qui n'arrête jamais de génération en génération. Je pense que cette citation d'un article de Sherman and Strang, ça dit la tâche primaire de la justice, c'est de gérer les émotions. L'émotion primaire de la justice qu'elle doit gérer, c'est le désir de la vengeance. Et ça m'amène au dernier piège que j'aimerais parler, et ça, c'est l'échec occasionnel de reconnaître le progrès passé. Et c'est facile quand on est jeune, on n'a pas expérimenté tout le progrès passé. Tout ce qu'on voit, c'est les injustices qu'on semble percevoir devant nous. Mais c'est important de reconnaître et de réaliser qu'on a fait des pas de géant dans les derniers siècles pour créer une société plus égalitaire et plus juste. Et je vous laisse avec une citation. La haine que les hommes portent augmente en proportion lorsque les privilèges sont de moins en moins considérables, afin que les passions démocratiques semblent moins brûlées. Et ça a été dit il y a presque 200 ans, là. Just when they have least fuels, lorsqu'il y a moins
de sens. Alors, merci de votre attention, là. Désolé pour la dernière citation, là. Si j'ai des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Je pense que je suis en avant de mon temps. Alors, on a quelques questions. Je vais y aller en ordre. Merci en passant beaucoup pour la présentation. Notre première question, c'est pourriez-vous nous donner des preuves que les facultés utilisent différents standards d'évaluation que des gens qui vivent avec une incapacité? Et quelles sources utilisez-vous pour substantier cela, considérant que c'est de la fiction spéculative afin que cette personne s'inquiète que ce soit un scénario fictif, mais qui n'est pas basé dans la réalité? Eh bien, je peux vous dire d'expérience directe que je ne pense pas à ce qui se passe, surtout à McGill. À McGill, on a des règles spécifiques par rapport à une fois qu'on a donné la note, on ne peut pas la changer, etc. Par contre, je suis conscient et je vais dire, c'est de l'information là, que je n'ai pas vérifiée, c'est du oui-dire si vous voulez, mais on m'a dit par un étudiant qu'une note avait été effacée du transcript dans le passé basée sur une incapacité ou un enjeu de santé. On m'a dit qu'un des cégeps local disait qu'on ne peut pas mettre un échec à un étudiant par rapport à leur association avec, je ne sais pas comment dire le terme, là, mais peu importe le programme qu'il donnait d'accommodation là, pour des gens qui avaient une incapacité. Là, donc, l'exemple que j'ai donné n'était pas nécessairement un exemple pour suggérer que c'est ce qui se passe. J'ai donné ça comme un argument qui pourrait être fait pour attirer. Donc, ça ne serait pas juste de me donner un échec parce que j'ai une incapacité. Je ne suggère pas que ça se produit. Je n'ai pas de preuves concrètes, je n'ai pas de preuves récentes pour suggérer que les écoles ne donnent pas des échecs basés sur les incapacités physiques, mais j'ai entendu de l'information. C'est du oui-dire, mais je n'ai pas de preuves. Donc, mon intention n'était pas pour dire que ça se faisait à grande échelle ou de suggérer qu'on n'a pas besoin de faire des accommodations pour des gens avec des incapacités, mais il semble y avoir un peu un degré d'attraction là, pour dire que peut-être qu'on devrait évaluer basé sur différents standards, que ce soit à cause d'incapacité ou d'autres, ça, peu importe. Merci. On a une autre question de Gisèle. Notre pratique méritocratique n'est pas basée sur accès équitable de l'éducation. Elle donne exemple l'habilité de s'engager avec un examen de médecine. Par exemple, l'examen pour entrer en médecine, l'examen pour entrer en médecine, M4. Donc, le coût significatif associé avec des cours de préparatoire et le temps de se préparer pour cela aussi revient à la famille et d'autres barrières. Là. Comment, n'est-ce pas, je n'ai pas compris la question dernière, mais la difficulté ici, c'est on peut faire un argument raisonnable, au moins en théorie, qu'il y a des barrières systématiques ou systémiques avant même que quelqu'un rejoigne le point de prendre l'examen d'admission, le test standard qui les désavantagerait. La difficulté avec cela, c'est de fournir une preuve concrète que c'est vraiment la cause, la raison pour laquelle ils n'ont pas bien répondu ou bien s'être préparés au test. Alors, j'admets que l'activité que j'ai eue ou l'implication que j'ai eue avec le processus d'admission au PT, c'est très difficile de déterminer quel est le mérite d'une personne. Mais ce que nous savons, c'est quand on regarde les choses comme les notes de l'école, l'école secondaire, cégep au Québec, l'université, c'est basé sur des analyses statistiques, hein, le marqueur le plus dépendant que nous avons pour les performances à venir. Où les choses sont difficiles, par contre, c'est que souvent, lorsque nous regardons des étudiants qui appliquent à des programmes très compétitifs, peut-être qu'on va avoir des centaines d'applicants et la différence dans les notes sont minuscules. Alors, de considérer que quelqu'un, on va avoir le 4 points GPA, quelqu'un a un 3,9 GPA, euh,
il n'y a pas moins de mérite de quelqu'un avec un 3,95. Mais on ne sait pas si la personne avec un 3,9 a travaillé à temps plein aussi, s'occupe de quelqu'un, ou peut-être qu'ils ont des enfants aussi, ou la personne avec 3,95 n'a rien fait d'autre que d'étudier pour les 4 dernières années. Donc, définitivement, il y a des choses qu'on devrait regarder à l'extérieur de ces approches standardisées, là, appuyées sur les notes. Alors, ce que je suggère, par contre, c'est qu'on la raison pourquoi qu'on ne peut pas compléter ça, c'est qu'on n'a rien qui peut démontrer être fiable sur lequel on pourrait se fier. Alors, ce que l'on ferait, c'est direr simplement sur des évaluations, notre propre croyance, idéologie pour décider qu'est-ce qu'on devrait utiliser pour admettre et d'abandonner la seule chose que nous avons qui a un mérite statistique au moins pour soutenir une évaluation comme outil. Alors, on veut s'assurer que ce qu'on ne veut pas faire, c'est d'admettre des étudiants dans un programme et les mettre en place pour l'échec. Alors, si quelqu'un n'est pas capable d'atteindre un succès académique à ce point-là, les chances que tout d'un coup, ils vont pouvoir atteindre le succès académique lorsqu'ils seront en médecine, les enjeux sont tellement élevés, la pression est tellement élevée et ça va être de plus en plus difficile. Donc, on met les gens à risque de l'échec juste en les permettant d'entrer dans un programme qu'ils ne sont pas préparés. Alors oui, je comprends que nous n'avons pas nécessairement toutes les réponses disponibles pour nous, mais on ne peut pas laisser aller le bébé avec l'eau du bain. On doit s'assurer que l'on retient les choses que nous savons avoir un degré de fiabilité prouvé, mais considérer peut-être d'autres facteurs aussi et permettre à des possibilités qu'il y a d'autres choses qui pourraient influencer. Même, comme j'ai dit, même si on n'a pas de preuves de barrières systémiques ou systématiques prouvées, nous devons quand même tenir en compte là, les barrières qui pourraient être là. Une autre question, la définition d'équité, je ne suis pas en désaccord, là. Je ne suis pas en désaccord. La distribution gratuite de ressources, mais ne compte pas les choses comme la réconciliation. Une communauté comme les Autochtones qui ont été refusés ou volés des territoires et les ressources ont été amenées ailleurs avec les colons. Est-ce que la définition euh, oublie de dire de réconcilier ces allocations aux gens? Donc, ça amène l'idée d'un siège réservé dans un programme d'universitaire. Est-ce que ça ne va pas contre ta définition d'équité? Alors, juste pour m'assurer, là, la première chose que je veux pointer, j'ai mentionné différentes approches pour distribution de justice. C'est pas que je dis que l'équité, c'est la seule façon de le faire, mais c'est ce qui fait le plus de sens possible quand on parle d'admission dans des programmes. Mais il y a d'autres facteurs qu'on doit tenir en compte. Donc, si on regarde les choses comme la vérité, réconciliation, les découvertes de ce comité ici au Canada, ça, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte. On a que ce soit un document légal, je ne sais pas encore, là, mais nous avons maintenant un autre engagement du gouvernement que nous devons maintenant rattraper pour les erreurs du passé, clairement des choses qui se sont produites et on ne dénie pas qu'ils sont arrivés ou que c'était mal. Et on ne veut pas renier ça là, sur la population du Canada, c'est significatif, mais on doit trouver des façons de rattraper cela. Et ce sont des choses que peut-être qu'on revient à une question précédente, là, l'admission à des programmes, eh bien, doivent être pris en compte. On doit peut-être avoir nos différents niveaux d'émission ou des gens qui ont vraiment un historique d'avoir été désavantagés, mais on doit s'assurer aussi qu'au même moment, on ne change pas les standards. Alors, si on voulait avoir différents réseaux d'admission pour le peuple autochtone, mais on doit quand même garder le même seuil de critères d'admission qu'on sait être indicatif pour les chances de succès dans le programme parce que ça ne donne rien d'admettre quelqu'un dans un programme qu'ils ne sont pas prêts à être. Alors peut-être que ça veut dire qu'ils vont compétitionner dans d'autres bassins, mais ils commencent tous avec les mêmes critères que nous recherchons là, pour le seuil d'admission
Et une fois qu'on ait établi les seuils d'admission, et là, on regarde juste les applicants qui ont démontré des capacités à avoir du succès dans ces programmes, seulement là où on pourra essentiellement créer d'autres critères d'admission qui sont potentiellement un peu plus subjectifs, mais gardons en tête que nous n'avons pas de critères qui sont purement prescriptifs et d'avoir le niveau de preuve pour soutenir afin de ne rien perdre. Je ne suggère pas qu'on devrait, vous voyez, la vérité et réconciliation. Je pense qu'on a des bonnes raisons de le faire, mais aussi dans l'éducation et les soins de santé. Mais au même moment, on ne peut pas abandonner complètement tous les systèmes qui ont été mis en place et on doit s'assurer là, que les gens admis dans des programmes, eh bien, qu'ils aient le plus de chances de succès possible. Christine pose la question. Elle aimerait étudier davantage l'idée que faire attention aux microagressions, c'est dommageable. Alors, elle demande si vous aviez fourni une source là, durant votre présentation et sinon, sur quoi basez-vous cette idée? Alors, je vais trouver ma source. J'ai un article auquel je me suis référé. Alors, l'article, c'était Daniel Watanabe en 2020. Je peux donner les références aussi que j'ai utilisées tout le long de ma présentation. Euh, euh, et cette référence-là, je ne la connais pas par cœur, là, mais je regarde les gens comme des avertissements de déclencheurs d'avertissement qu'on devrait utiliser là, les déclencheurs pour que les gens s'éloignent d'une situation comme ça, ils n'entendront pas des choses qui pourraient les endommager. Et certaines recherches qui sortent de cela, c'est que le déclencheur, c'est tout aussi dommageable que ce qu'on pourrait entendre. Donc, j'ai au moins un article, je pourrais en donner d'autres si les gens les veulent, mais il y a vraiment beaucoup de littérature qui commence à suggérer particulièrement la focalisation sur le négatif peut être dommageable psychologiquement. Et les références que j'ai faites sur des implications indirectes de blessures physiques, c'est un article qui démontrait des niveaux de discrimination raciale et des conflits raciaux dans certains endroits aux États-Unis qui démontrent que ce soit des Blancs qui avaient des croyances négatives sur les Noirs ou les Noirs qui avaient des pensées négatives sur les Blancs, les gens qui avaient les croyances négatives avaient aussi une pire santé physique. Alors, évidemment, c'est une corrélation et pas une causation, mais on a raison de suggérer que si ça crée un impact sur le mieux-être psychologique, ça peut aussi amener le stress et le stress a des conséquences très claires avec des problèmes de santé, même au point de vue cardiaque. Donc, c'est la littérature qui grandit, là. Hein. Ce que je vais dire, par contre, les preuves derrière les comportements cognitifs, la thérapie de comportementale thérapeutique, une des idées principales, c'est de reconnaître, de diriger les pensées négatives, les biais d'attribution négative aussi. Alors, c'est beaucoup, beaucoup de recherches derrière cette thérapie cognitive. Et ce n'est pas un remède miracle, là, ça ne prend pas soin de tous les enjeux mentaux, mais c'est très avantageux. Donc, on peut regarder cela aussi d'une causation inversée, que si un traitement amène de l'amélioration, eh bien, c'est possible que ce qu'il adresse, c'était un des problèmes. Alors, ce n'est pas une cause à la relation, pas une preuve de la cause, mais ça vaut la peine d'y regarder. Un invité demande focaliser sur le négatif crée une atmosphère négative qui empire le DI. Qu'arrive-t-il quand un étudiant, par exemple, arrive à nous disant qu'ils expérimentent le racisme? Alors, si ta réponse c'est on doit donner le bénéfice du doute à l'autre, est-ce que ça n'invalide pas la déclaration de la personne? Et si c'est vraiment du racisme, qui décide si c'est du racisme? Et on a deux questions par rapport à cela, là, sur focaliser sur le négatif et donner aux gens le bénéfice du doute. La première chose, encore une fois, on arrive dans des endroits où c'est pas blanc et noir, là. Ce que j'essayais de focaliser,
C'était des situations où les gens faisaient inférence qui n'étaient pas basées sur des euh, commentaires total, des sous-textes ou oui, il y a des déclarations racistes, hein. Moi, si je fais une déclaration négative seulement à cause de la couleur des peaux, bien, c'est évidemment quelque chose qu'on doit adresser comme être du racisme parce que ce genre de comportement ne doit pas être dans un environnement universitaire. Alors, on doit regarder à valoriser la diversité si on veut valoriser l'inclusion et que les gens soient est des attaques explicites, là, vraiment. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on veut encourager dans nos murs. Donc, je veux être clair que je suis en faveur de l'idée de l'équité, diversité, inclusion, mais de s'assurer que l'on crée un environnement dans lequel les gens sont confortables. Où j'ai un problème, c'est que quand les gens impliquent veulent dire que les gens veulent dire autre chose que ce qu'ils ont vraiment dit ou suggèrent que la tournure de la phrase était dérogatoire et la personne qui l'a dit n'avait aucune espèce d'idée que c'était ce que l'autre entendait. Donc, de donner le bénéfice du doute, que ce soit ambigu ou sous-texte, quelque chose que quelqu'un a perçu, je pense que c'est important de s'assurer que nous ne sautons pas immédiatement sur des conclusions négatives. Alors, peut-être une bonne façon de le dire, là, c'est si on regarde la différence entre un incident singulier et du harcèlement. Alors, si quelqu'un dit quelque chose une fois, bon, on le pointe, et s'excuse, c'est pas ce que je voulais dire, malheureusement, je vais faire de mon mieux pour ne plus dire ce genre de choses avant. Ça, c'est parfait. Alors, on a solutionné l'enjeu. Mais si quelqu'un se fait pointer quelque chose comme quelqu'un trouve offensant et persiste à le faire ou fait un point de le faire devant cette personne. Alors, même si ce n'est pas explicitement quelque chose de raciste ou ce n'est pas quelque chose de discriminatoire, mais là, c'est du harcèlement. Donc, ça, c'est quelque chose qui est protégé au moins à McGill et probablement dans d'autres universités qui ont une politique contre le harcèlement et la discrimination. Donc, si quelque chose d'explicitement raciste, je ne vais pas défendre ça. Si quelque chose est implicite ou interprété comme du racisme, c'est là où on doit commencer à regarder aux nuances et c'est là où les gens devraient se sentir confortables, du moins j'espère, de le mentionner, soit la personne qui l'a dit ou quelqu'un d'autre, mais en autant que cette personne va faire un effort de corriger ça. Donc, ce n'est pas nécessairement que je pense que les micro-agressions ne sont pas dommageables ou euh, particulièrement là, si vous avez entendu quelque chose fois après fois après fois, et là, vous entendez, même si une personne n'avait pas l'intention, là, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas arrivé. Mais l'enjeu, c'est encourager les gens à rechercher cela. Et celle-ci est un peu, ça dirait que tu fais ce que tu as expliqué dans ta présentation. Donc, tu mets la liberté d'expression contre la protection de la dignité. Euh, je ne sais pas si la question est claire, malheureusement, là, mais je pense ce qu'on voulait dire. Si on cherche à évaluer un droit vers un autre droit, eh bien, c'est zéro la somme. La liberté d'expression est avantageuse pour tout le monde. Si on commence à restreindre l'expression, la liberté d'expression, eh bien, potentiellement, ça veut dire que ce que nous voulons dire est restreint aussi. L'expression qui dit l'arme auquel tu vas utiliser sera l'arme utilisée contre toi. Donc, si on commence à mettre en place le gouvernement actuel, disons, des mesures pour restreindre le discours dans certains endroits, et 4 ans plus tard, un autre gouvernement arrive avec une autre idéologie et il commence à mettre en place la liberté d'expression contre d'autres choses qu'il n'aime pas. Donc, éventuellement, on restreint la liberté d'expression à tout le monde. Il doit y avoir des restrictions, évidemment, sur certaines choses. Bon, crier au feu dans un théâtre, c'est un bel exemple, mais ce dont je pointais, moi,
basé sur la loi de la Cour suprême, c'est pas qu'on doit dire que la liberté d'expression gagne toujours contre la protection de la dignité, mais on doit regarder pas euh, la douleur émotive que la personne a eue, mais de regarder à la discrimination. Alors, si je dis quelque chose et ça veut dire différentes opportunités de la personne à qui je l'ai dit, eh bien, c'est déjà un effet. Donc, si j'ai juste fait mal à l'émotion, au sentiment de la personne, je ne dis pas là, que ce n'est pas grave ou que ça. Mais on ne peut pas restreindre la liberté d'expression sur le potentiel d'avoir créé un dommage émotif parce que ça a été mis en place spécifiquement pour être anti-oppressif, en place par les gens qui sont au pouvoir, qu'ils ne peuvent pas réduire au silence certaines voix. Alors, malheureusement, parfois, on va entendre des choses qu'on n'aime pas entendre. Alors, un de nos invités dit que vous semblez vous obstiner pour la suprématie de recherche quantitative, à moins que quelque chose n'ait pas prouvé à grande échelle, eh bien, est moins important. Alors, où est-ce que ça nous amène? À grande échelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est quand même la réalité des gens. Alors, d'ignorer leur réalité, est-ce que ça nous éloigne de la vérité? Donc, je pense qu'il parle du fait de l'exemple que vous avez donné avant, là, le langage d'une personne de couleur, disons, expérimenterait qu'une autre personne n'expérimenterait pas ou ne s'en sentirait pas de la même façon. Donc, comment tenir compte de cela si ce n'est pas à grande échelle ou même si ce n'est pas quelque chose qui pourrait même être prouvé, là? Une des difficultés ici, évidemment, c'est tous les efforts qui viennent avec, qui sont exigés là, d'amener à une croyance versus un fait. Alors, ce que je suggère ici, si on regarde quelque chose d'aussi simple que si la Terre tourne autour du Soleil ou vice-versa, eh bien, pendant très, très, très longtemps, la croyance dans le monde occidental, c'était que le Soleil tournait autour de la Terre. C'est ce que les gens croyaient. Ce n'était pas le fait, mais parce qu'on n'était pas arrivé à cette compréhension encore, cette connaissance, ça ne voulait pas dire que ce n'était pas vrai. Donc, simplement parce qu'on n'a pas de preuves pour quelque chose, ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas juste présumer que quelque chose est vrai parce qu'on le croit. Donc, ce qu'on doit vraiment voir, si nous avons une certaine théorie qu'on veut amener ou une hypothèse qu'on veut amener, nous devons nous assurer qu'on soit vraiment prêt de tester cette idée. Donc, on ne peut pas simplement amener des théories déclarant qu'elles sont vraies et ensuite à mettre des lois, des règles basées sur la théorie sans l'avoir questionné d'avance, sans avoir questionné ou de formuler des hypothèses même qui nous permettraient de tester. Toute bonne théorie a commencé comme une théorie. Et quand vous commencez à augmenter, à développer plus de preuves pour le soutenir, on a plus d'hypothèses qui sont vérifiées, testées, vont augmenter le nombre d'observations alignées avec cette théorie. Eh bien, cette théorie commence à s'approcher de plus en plus à être une vérité acceptée. Un bon exemple serait la théorie de l'évolution. On ne peut pas nécessairement dire assurément que nous savons que l'évolution est un fait, mais il y a tellement des preuves pour soutenir que l'évolution s'est produite que maintenant, ça devient un consensus scientifique de ce que nous allons enseigner. De l'autre côté de cela, on peut regarder à la création. Beaucoup de gens croient que les gens ont été créés comme ils sont maintenant. Il y a beaucoup moins de preuves pour ça. Ça ne change pas l'idée que certaines personnes le croient, mais ça veut dire que si on regarde ça du point de vue rationnel et on veut comparer le créationnisme versus l'évolution, on doit donner plus de croyance à l'évolution parce qu'il y a plus de preuves pour soutenir l'évolution. Un des enjeux qui se démontre aussi, c'est qu'il y a certaines choses qui
ne sont pas une vérité fondamentale sur le monde. Plein de choses que l'on fait dans nos interactions, dans notre société, des choses comme ça, ce sont des choses qu'on a créées. Alors, ce ne sont pas des choses qu'on peut prouver être vraies. La définition d'un mot, hein, c'est bon. Un mot veut dire ce que tout le monde est d'accord que ça veut dire. On ne peut pas dire que ce n'est pas vrai, que le mot dit quelque chose, parce que les mots sont tous inventés. On a inventé les mots. Alors, tant que tout le monde est d'accord que ce mot veut dire quelque chose, c'est bon. Alors, ce n'est pas le genre de choses qu'on peut regarder pour déterminer le fait ou la vérité. Donc, il y a un nombre de choses limitées dans laquelle la connaissance, les faits, la connaissance de la vérité, et ça joue un peu dans ce que je discutais tout à l'heure avec cette idée là, de définition persuasive. Moi, je ne peux pas dire que quelqu'un a créé une définition persuasive est vraiment le terme de persuader les gens. Ce n'est pas une définition valide, mais il y a plein de gens qui croient ça. Eh bien, c'est ce que ça veut dire. Moi, je m'obstine qu'on ne devrait pas essayer de faire ça comme une façon de changer la définition des mots, parce que ce que ça fait, c'est que ça amène la confusion, la communication. Donc, si les gens veulent dire si une personne croit qu'un mot veut dire une chose et le même mot veut dire autre chose, on a perdu l'habilité de communiquer. Alors, Spencer vous félicite pour votre confération, votre session. Pensez-vous que EDI peut jouer un rôle bénéfique à l'université au-delà? Je pense que vous en avez parlé dans votre session, là. Oui, et je pense que, ou l'idée là, de point de vue de diversité. Alors, si vous m'aviez posé la question à l'âge de 18 ans, j'aurais dit non, parce que je n'avais pas l'expérience que j'ai aujourd'hui. J'ai grandi, j'ai été exposé à la culture, différentes cultures, différentes religions. J'ai rencontré différents étudiants dans les programmes que j'enseigne. C'est devenu très clair pour moi que mon expérience du monde, c'est ça, c'est mon expérience. Alors, si quelqu'un vient à moi avec une expérience très différente et démontre certaines choses qui l'ont vraiment désavantagé par rapport aux avantages que moi j'ai eus, eh bien, ça fait du sens qu'on devrait regarder tout cela parce que cette personne a peut-être la capacité ou le potentiel à contribuer beaucoup à la société, encore plus que moi, mais a été retenu à cause des choses qui étaient hors contrôle, hein. Je ne sais pas si vous entendez les sirènes en arrière, là, mais désolé. Alors oui, je crois que EDI a un rôle à jouer. Je crois que ce que je vois par rapport aux efforts de DEI qui se produisent à l'université et dans différents organismes que je suis impliqué, je vois un peu un changement de la pendule plutôt que seulement d'un point de vue activiste où les gens arrivent avec des croyances et imposer leurs croyances à tout le monde et tout le monde devrait accepter cette façon de faire, mais ça revient un peu plus à une approche nuancée où on est prêt à regarder différents points de vue, accepter qu'il y a de multiples façons de voir les choses et de réaliser que oui, tant que nous avons les ressources disponibles pour accommoder certaines choses qui sont potentiellement désavantagées, basées sur peu importe l'aspect du spectre de diversité, là, ce sont les choses que l'on peut raisonner avec. Et on n'a pas besoin, il faut prendre en compte aussi qu'on a des ressources limitées, qu'on a des capacités limitées et qu'il doit y avoir un certain point focus sur l'élément de la grande image. On ne peut pas accommoder tout et tout le monde. Donc, au Canada, je pense que c'est très raisonnable de focaliser sur le comité de vérité et réconciliation sur les traités des Autochtones. Ça, c'est une honte nationale. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit vraiment adresser et régler ça, mais on doit s'assurer de ne pas le faire seulement sur des théories qui ont été lancées. Et là, on va faire tout ce que l'on peut pour adresser la théorie. Non, on doit bien le faire. Et parfois, ça veut dire des consultations avec ces gens, mais parfois aussi, quand on demande à quelqu'un qu'est-ce qui est nécessaire, eh bien, ça ne correspond peut-être pas avec ce qu'il croyait vraiment. Donc, dans la recherche, on regarde l'idée d'un sondage où on demande à quelqu'un et l'observation où on voit les comportements. Et parfois, ce qu'ils disent vouloir versus ce qu'ils démontrent avec leur comportement n'est pas la même chose. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne devrait pas consulter quand même, là, mais ça veut dire qu'on ne veut pas vraiment donner à tout le monde tout ce qu'il demande sans avoir considéré là,
les conséquences secondaires et tertiaires que ça pourrait quand même produire. Ça, c'est une de mes questions. Donc, quand vous parlez de donner des ressources, un des enjeux, c'est si on commence d'évidence anecdotique ou des émotions, eh bien, il y a une présomption d'enjeu là, avec le biais de la personne ou évidemment, c'est des biais inconscients. Et c'est peut-être quelque chose de totalement différent. C'est peut-être la gestion de leur temps. C'est un patient avec certaines situations va être plus long, mais là, elle a un horaire. Et c'est peut-être une des choses qui vient en jeu. Alors, ma question, c'est d'avoir plus de ressources avec la formation de EDI là, qui coûte de l'argent. On envoie des professionnels pour ça. Donc, il y a une vraie nécessité pour l'évaluation du temps, mais ça va un peu contre le sentiment d'urgence là, que les activistes ressentent. Et c'est comme c'est de prendre le temps, c'est une façon de ne pas adresser l'enjeu ou de rester dans les vieilles façons de faire. Alors, comment répondre à l'activiste qui ressent le sentiment d'urgence, mais qui, au même moment, là, va nous laisser dépenser beaucoup de ressources sans rien réparer? Selon mon expérience, ça revient un peu à une autre forme de justice, la justice procédurale. Je ne suis pas entré là-dedans, mais le même article que je faisais référence avec beaucoup d'informations sur la justice distributrice, une des choses que j'ai découvert, quand les gens, disons, m'approchent avec un point de vue que quelque chose doit être fait, habituellement, ils sont très heureux de comprendre que tant que le travail est fait pour l'adresser, si vous voulez, et disons que ça amène un résultat immédiatement ou qu'on explique clairement que l'on prend notre temps parce qu'on doit s'assurer qu'on le fait bien la première fois. La plupart des gens vont être satisfaits avec cette explication et l'aspect de justice procédurale, c'est transparent. Donc, à l'intérieur des programmes d'université, par exemple, ou l'université dans son entièreté, c'est qu'il y a une nécessité pour qu'est-ce que l'on fait soit transparent, clair, visible par rapport aux actions que l'on prend. Je vous donne un exemple. Le comité que je suis président dans notre programme sur l'EDI a été formé en 2021, en partie parce que les étudiants dans notre programme nous ont demandé de faire plus de trucs associés à l'EDI et ils nous ont écrit une lettre ouverte là, demandant qu'on commence à prendre ces actions. Et quand j'ai lu la lettre, j'ai dit, c'est fantastique. Nous faisons déjà 90 de ce qui est dans la lettre, mais les étudiants ne savaient pas qu'on faisait cela. Donc, le manque que nous avons eu, c'est qu'on n'avait pas été transparent sur tout ce que l'on faisait et on était bien conscient de ces problèmes et on voulait les réparer. Donc, évidemment, ça prend les ressources, c'est long, les rapports, expliquer ce que l'on fait. Et évidemment, le temps que tu mets là, bien, tu ne le mets pas ailleurs. Par contre, il y a une nécessité d'être transparent aux actions que l'on va prendre. Et je pense que généralement, la vaste majorité des gens à qui j'ai rencontré pour les enjeux de EDI ont été très, très, très raisonnables, tant et aussi longtemps qu'ils comprennent qu'il y a des efforts qui sont là. Ils n'attendent pas des résultats maintenant, là. Ils savent que les choses prennent le temps. On a une question de Christine. Elle demande, il y a des gens qui s'argumenteraient ou penseraient, et elle pense qu'il y a quelque chose là, que ce qu'on appelle la méritocratie n'a jamais été sur une base de mérite, hein, quand on parle d'oppression et tout ce qui a été transporté avec ça. Donc, comment savoir que la méritocratie fonctionnerait si on essayait de l'appliquer? Alors, je vais dire, oui, il y a une validité à cet argument. On peut s'obstiner tant qu'on veut d'avoir un système méritocratique, mais ce n'est pas si simple que ça. La même façon qu'on peut s'obstiner que notre système économique est capitaliste, et il y a des différences en comment on peut l'appliquer, les règles qu'on applique et ces choses qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire.
Donc, on a un système méritocratique quand même. Les efforts qui ont été mis en place, surtout dans les dernières décennies, ont vraiment été visés pour avoir un système le plus méritocratique possible. Je ne dis pas que tout est en place et qu'on a eu un système pur méritocratique, mais ce que je veux dire, c'est que tant que l'on continue de faire des pas vers cela, eh bien, ce que l'on crée, c'est un environnement plus accommodant. Et ça veut peut-être dire que de prendre comme accès à l'éducation plus tôt, mais il y a des choses limitées qu'on peut faire avec les universités quand même. On peut avoir quelqu'un qui ont toutes sortes de potentiels comme enfants, mais qui n'ont pas obtenu l'éducation. Là. On ne peut pas les amener dans cet environnement d'université parce qu'ils n'ont pas l'historique pour avoir du succès dans l'environnement et on n'a pas les ressources pour les soutenir à se rendre à ce point. Donc, les différentes choses qu'on peut faire au niveau universitaire, bien, ça doit être fait aussi au niveau sociétal plus large. Et c'est pour ça que je retourne à la dernière citation que j'ai mise. L'idée que lorsque quelqu'un voit des privilèges dans la société, c'est plus apparent que lorsqu'il y a moins de privilèges à être vus. Donc, il y a 300 ans passés, l'idée que tout le monde devait aller à l'université, ça n'existait pas. C'était aucune façon que les gens pensaient même d'avoir les possibilités d'aller à l'université. Mais dans la société d'aujourd'hui, la plupart des enfants nés au Canada ont la possibilité d'aller à une université parce qu'ils ont des choses en place pour les soutenir en cours de route. L'éducation publique, les soins de santé publique, différents filets de sûreté en place pour s'assurer qu'ils ne sont pas désavantagés. Hein. Euh, mais ça ne veut pas dire que tout le monde part de la même place. Et je vais admettre bien librement que si je regarde à ma vie, bien oui, j'ai eu plein de privilèges, moi. Si j'avais rencontré plus d'obstacles, je ne serais peut-être pas où je suis maintenant. Donc, je ne suggère pas que j'ai tout ce que j'ai basé sur le mérite, mais je ne veux pas réduire le fait que j'ai quand même travaillé très fort et que je me suis appliqué. J'ai eu des emplois. Donc, il y a eu des efforts en place, mais c'est quand même pas au même niveau au Canada et je pense que plusieurs des choses qui sont arrivées dans les 40-50 dernières années là, ont été pour créer un terrain de jeu plus équitable. Mais le travail n'est pas fait. On n'a pas une société de méritocratie, mais ça ne veut pas dire qu'on doit acheter le bébé avec l'eau du bain. Les preuves disent quand même que la méritocratie, c'est la meilleure façon de diriger une nation. Donc, ce qu'on doit faire maintenant, c'est de travailler vers ça et pas de suggérer que nous l'avons déjà. Alors, c'est un idéal, effectivement. Je pense que c'est une bonne place à arrêter. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres questions qu'on n'a pas pu adresser. Euh, vous pouvez envoyer un courriel à infocoloquia.ca avec votre question, spécifier quel conférencier ou le titre du sujet. Et si nous allons vous transmettre ces questions. On ne fait pas de promesses, là, mais quand même. Merci beaucoup et on va continuer. Et merci d'avoir écouté.